Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. On est en plein dans les vacances scolaires, mais rassurez-vous, on ne prend jamais de vacances ici. 4 chroniqueurs vont m'accompagner aujourd'hui dans cette émission. Ils ont tous annulé leurs vacances à la dernière minute, présentation en musique. On commence à ma droite, c'est le vrai français. Il devait partir dans la Creuse pour une semaine mémorable avec ses copains, avec plein d'activités, mais il est finalement avec nous sur ce plateau, tel un grand professionnel. Yann Dujarrier, du club de Vélizy 78. Bonsoir Mickaël. Pistard de Vélizy. Pistard de Vélizy, oui. Ouais. Accessoirement cycliste. Accessoirement cycliste. Voilà. Bon, vous n'êtes pas trop triste d'être ici ? Mais non, pas du tout. C'est un grand plaisir. Toujours. Et puis en plus, on vient, très grand professionnel. On vient avec le soleil, donc tout va bien. On passe de l'autre côté, musique. Elle devait partir à Venise, l'une des villes les plus glamour au monde, pour s'essayer à la pole dance. Elle sera finalement avec nous en plateau, notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, qui nous vient tout droit de Versailles. Comment allez-vous, Hélène ? Très bien. Et je pars vraiment à Venise dans 2 semaines. Vous partez vraiment à Venise ? Ouais, vraiment. Mais tout ce que je dis est vrai oui, dans cette émission. Bien sûr. Mais voilà, c'était juste une question de date. J'ai même pas eu besoin d'annuler. Je suis là. Bon, on peut emmener Yann Dujarrier, vu qu'il n'a pas pu avoir de vacances dans la Creuse avec ses amis. Je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord chez Yann pour qu'il parte à Venise. On passe de l'autre côté, musique. Il devait partir en Nouvelle-Zélande pour apprendre les techniques de passe des rugbymen All Blacks pendant plusieurs mois. Finalement, il regardera des vidéos sur Internet. Notre seul croc, à nous, Pierre Chevalier, notre gladiateur du rugby club de Versailles, est avec nous. Salut Mickaël, salut à tous. Des vidéos de sport, de sport toujours, ou des tutos, mais pas autre chose. Voilà. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ravi d'avoir séché mes RTT pour être présent, fidèle au poste, avec tous les camarades. On est content de vous avoir avec nous en tout cas. On termine de l'autre côté, musique. Il devait partir en vacances sur une île déserte à l'autre bout du monde dans une région secrète. Son objectif, se ressourcer. Il a tellement donné sur les dernières émissions ici, mais rassurez-vous, il donnera encore plus aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Jean Miss, ancien entraîneur du Plaisir Rugby Club, est avec nous. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous ? Toujours pareil, toujours pleine forme, impeccable. Merci beaucoup d'avoir annulé vos vacances. Oui, je vous ai laissé le choix dans la date, donc vous en avez profité, pas de problème. Oui. Alors, avant de passer au programme de l'émission, un mot de cyclisme. Après 2015, le Vélodrome national de 50 ans en Yvelines accueillera-t-il à nouveau un championnat du monde sur piste ? C'est en tout cas le souhait du président de la Fédération française, Michel Callot. Un dossier de financement est à l'étude et va être monté d'ici le mois de septembre pour organiser l'un des plus gros rendez-vous sur piste, 2 ans avant de recevoir les Jeux Olympiques. La décision devrait bientôt être connue. L'Union cycliste internationale devrait attribuer les championnats du monde 2022 en septembre prochain. Pour ou contre cette candidature ? Vous votez. Pour. Yann Dujarrier, vous qui connaissez le mieux le dossier. Le mieux, je savais, j'en ai parlé là. Il faut aller vite en tout cas, c'est d'ici septembre le dossier. Oui, de toute façon, je pense que les moyens ils seront trouvés puisque le Vélodrome accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Donc 2 ans avant, c'est très bien d'avoir un événement d'ampleur aussi importante, et donc du coup je suis très confiant pour cette candidature. C'est très bien, 15 jours où on ne pourra pas accéder au Vélodrome, mais comme j'aurai arrêté le vélo d'ici là, ça ne me pose pas de soucis. Bon, vous pouvez peut-être participer au championnat du monde. Non. Ça va être compliqué. Non. Hélène ? Non, mais moi je rejoins de toute façon ce que tu dis. Après, une candidature, c'est toujours bon à prendre, donc non, bonne nouvelle. Jean ? 2 championnats du monde en moins de 10 ans au Vélodrome de 50 ans en Yvelines, c'est une bonne chose. C'est très bien, et puis la structure est faite pour ça, donc autant la faire travailler en vision des championnats, des Jeux Olympiques, comme a dit Yann, un grand cocorico. Pierre Chevalier. On en parle souvent ici du Vélodrome national. On parle beaucoup de diversification, d'événements qui cherchent à conquérir de nouveaux publics. Quand il s'agit d'attirer sur une épreuve internationale sur l'activité reine et l'activité première de la petite reine justement sur piste, c'est une très bonne chose, et ça fera office de répétition générale pour 2024. Ça ramènera sûrement du monde sur l'essence même de ce sport dans un lieu qui a été fait pour, donc c'est une très bonne chose. Le Vélodrome a besoin de ce type d'événement, Yann Dujarrier ? Le Vélodrome a besoin
Non, mais la France, non, le vélodrome, je ne dirais pas que le vélodrome en a besoin. Je dirais plutôt que la France en a besoin. C'est vrai que le territoire, on a très peu de vélodromes couverts sur le territoire. C'est pas une discipline qui peut avoir la même résonance que celle qu'elle peut avoir dans les pays anglo-saxons. Et c'est bien dommage parce que beaucoup de grands champions du Tour de France viennent de la piste. Et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher sur la piste et sur les vélodromes. Donc il faut que cette discipline soit plus présente dans notre pays parce que le problème c'est que le Tour de France prend toute la plage médiatique du cyclisme sur le territoire et c'est vraiment problématique pour beaucoup d'autres organisations et beaucoup d'autres disciplines. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Désolé, Pierre Chevalier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je dis on time. Très bien. Exactement. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby. Des Écossais sont venus jouer un match amical à plaisir dans le cadre du tournoi des 6 nations. Nous ferons également un coup de projecteur sur les nouveaux sports qui devraient intégrer les JO en 2024. Nous parlerons notamment de breakdance et d'escalade. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler boxe dans ce talk. En boxe, Marvin Petit a échoué dans sa quête d'un titre européen. Le boxeur de 27 ans, licencié dans la team Farrugia et Elancourt, s'est incliné au point face au Belge Francesco Patera qui boxait à domicile. La décision des arbitres a été décriée par le clan de Marvin Petit. On écoute sa réaction et celle de son entraîneur Tanguy Farrugia sur notre plateau. La différence, il est qu'on était chez lui à domicile. Et voilà quoi, il avait l'entraîneur, il avait aussi le siège de Liège. À Liège, c'est le BU qui est là-bas, donc il y a une favori aussi, donc on est chez lui quoi. Tanguy, vous êtes d'accord, ça a joué forcément le fait que Patera soit à domicile? Tout à fait. Moi, j'ai regardé le combat, je sais pas combien de fois. Voilà, quand à la fin du combat avec Marvin, j'ai dit bon, t'as un petit point d'avance, t'es chez lui, faut pas espérer la victoire. Je regarde le combat après, je vois 5-6 points pour Marvin. Alors je rappelle que Marvin Petit n'était pas à 100% de ses capacités, suite notamment à des problèmes familiaux. Vous voulez rajouter quelque chose, Yann Dujarier? Je vous vois avec votre petit panneau. Oui, moi simplement encore un vol. La boxe n'en sortira pas grandi, mais c'est pas la première fois qu'il y a des scandales. J'ai beaucoup de mal avec ces disciplines qui sont vraiment simplement, enfin qui peuvent être où le résultat est donné par des juges. Voilà, ça veut dire que le résultat peut être truqué. Malheureusement pour Marvin, il n'a pas réussi à coucher le Belge, et c'était la seule issue pour que Marvin puisse gagner ce combat. Déjà, de toute façon, quand on part sur un combat de boxe et qu'on joue à l'extérieur, on sait qu'on part avec un pourcentage de victoire en cas de gain, en cas d'arrivée au point, on part avec un ballottage défavorable. Donc là, voilà, c'est encore une fois quelque chose qui est dommageable pour ce sport qui se dit le sport noble de la boxe, le sport noble. Je trouve ça dommage. La question sur ce thème, Marvin Petit peut-il s'en vouloir? Oui ou non? Oui pour Pierre Chevalier. Non pour Yann Dujarier. Partagé pour Jean-Miss. Et Hélène? Non. Ouais, un petit duel entre vous, Hélène et Pierre Chevalier? Oui, après. Pourquoi il ne doit pas s'en vouloir? Je pense que la décision ne vient pas forcer. Enfin, il n'a rien à voir dans la décision. Par contre, il aurait pu avoir un combat peut-être différent ou avoir d'autres actions qui qui auraient pu permettre de ne pas avoir une issue comme ça. Mais bon, après, voilà, ça se termine de cette façon. Il aurait dû aller chercher le chaos. Il aurait pu, ouais. Il aurait pu au moins y aller. Après, voilà, ce qui est fait, mais c'est dommage. Pierre Chevalier. Si on regarde les archives, je pense qu'il y a 15 jours, on en avait parlé déjà du contexte de ce combat à l'extérieur, avec a priori sûrement ou sans doute un arbitrage maison. Ça sentait le match piège peut-être? C'était un match piège, mais il nous semblait déjà bien préparé. La seule chose que je puisse dire là actuellement pour pouvoir dire qu'il peut s'en vouloir, c'est sur éventuellement la stratégie de combat, d'aller chercher le chaos un petit peu plus vite, un petit peu plus fort.
et de l'obtenir, comme disait Yann, de le coucher plus vite, parce que il était évident que dans le contexte qu'on avait décrit et qui a priori avait été mis en place là-bas, c'est que de toute façon, au point où s'il y avait une décision une décision de juge à prendre, il était perdant automatique. Donc là où il peut s'en vouloir, c'est éventuellement de ne pas avoir accéléré le match et la stratégie pour aller le choper en KO beaucoup plus vite. Jean, vous qui étiez, on va dire, entre deux eaux, est-ce que vous avez tranché? Vous êtes plus Hélène ou vous êtes plus Pierre? Ouais, je suis plus Pierre. Allez, cette fois ça passe. Non, mais moi j'étais mitigé parce que les dés sont pipés d'entrée et ça, c'est, comme disait Yann, ça glorifie pas la discipline. C'est dommage parce qu'on peut pas. J'étais mitigé parce que sportivement, c'est quand même un championnat d'Europe et on peut pas dire à un boxeur, c'est où tu le mets KO ou t'as perdu. Mais non, c'est pas possible. Parce que si tous les combats de boxe se terminaient par KO, bon, le sport serait pas le même. La plupart des combats, ils se terminent la plupart du temps au point. Voilà. Le KO, voilà. Les fins par KO sont quand même beaucoup moins importantes que les fins. Voilà. Heureusement aussi pour la santé. Mais donc, c'est pour ça que j'étais mitigé, parce que il peut pas s'en vouloir. Je pense qu'il a tout donné, malgré les petits problèmes perso qu'il avait au moment du combat. Mais il n'était pas à 100%, il était à 50% de ses moyens. Oui, mais bon, c'est toujours comme ça. Malheureusement, il faut être à 100% au jour J. C'est ça le sport. Dire ouais, mais j'étais pas à 100%. C'est pour ça que je suis passé à côté. Bon, là, c'est un peu dommage. Se retrancher derrière ça, non, là, je suis pas d'accord. Mais sportivement, il a tout donné. Il a tout donné, et on peut pas dire à un boxeur, encore une fois, c'est où tu le mets KO ou t'as perdu. Non, parce que c'est pas ça. Il y a quand même des points. Quand il y a un juge qui donne 117 pour 117, c'est énorme l'écart. C'est énorme l'écart. C'est l'un des juges qui a attribué 117 à 112 pour le Belge. Pour le Belge. Là, c'est c'est de l'entuberie, pour rester poli. Yann. Moi je dis qu'il n'a pas à s'en vouloir. Il a fait le job. Les observateurs disent bien qu'il aurait dû gagner ce combat. Donc pour moi, il a fait le travail. Oui, bien sûr qu'il savait que en cas de décision arbitrale, c'était mort. Mais en effet, c'est difficile d'aller chercher le KO. C'est difficile de pouvoir obtenir au judo, le hippon comme le hippon au judo, voilà, c'est pas la même chose à la boxe. Donc pour moi, il a pas à s'en vouloir. Simplement essayer d'aller chercher une revanche, et parce que il sent et il voit qu'il a les moyens d'aller chercher ce titre. Justement, il a proposé au Belge Francesco Patera une revanche dans 2 mois. Est-ce qu'il doit faire ce combat, Marvin? Est-ce qu'il doit je connais pas son programme, rebondir tout de suite? Son programme, mais en gros, battre le fer pendant qu'il est chaud, oui. Après, est-ce que les promoteurs et est-ce que le camp d'en face acceptera? En tout cas, il a l'air très énervé, Marvin Petit. Mais je la ferai peut-être pas sur le ring dans 2 mois. Voler comme ça, on peut que piquer l'orgueil. Donc effectivement, je pense que le camp d'en face se posera 2 fois la question avant d'accepter le combat. Et effectivement, avec un opposant remonté comme une pendule, ça risque d'être difficile pour eux, ouais. Jean? Non, je ne passe pas parce que c'est bien connu. Le Belge, c'est une fois. Donc, donc ça m'étonnerait qu'il refuse. Non, je pense quand même. Pour rester sérieux, je pense quand même que. Finalement, il aurait peut-être dû partir en vacances. C'est très bien. Je pense que le boxeur belge est loin d'être fou aussi quand même. Je pense que lui accorder sa revanche serait un petit peu se mettre en danger, parce que lui n'est pas pour tu m'étonnes, c'est étonnant. non, pour moi lui il va pas accepter. Surtout aussi, là où je suis assez d'accord avec le principe de Marvin de dire on se revoit dans 2 mois, c'est que si Marvin a l'impression de ne pas avoir été au taquet par rapport à sa préparation, ça veut dire qu'il a encore une marge et qu'il peut aller la chercher sur les 2 mois. Alors que si le Belge, lui, il était à 100% de ses moyens, il a besoin d'un sas de décompression pour pouvoir repartir sur une préparation autre. Et donc je comprends pourquoi Marvin veut aller le chercher très rapidement. Et puis après, parce que il faut aussi se nourrir de cette déception, et c'est elle qui va le pousser à retourner sur les... Et pourquoi 50% de ses moyens? Qu'est-ce qui... Problèmes familiaux. Problèmes familiaux, il a eu
beaucoup d'arrêts dans sa préparation sur les 2 derniers mois. Il a dû perdre également beaucoup de poids, ce qui l'a fatigué forcément pour ce combat. Hélène, il a 27 ans, est-ce qu'il aura d'autres occasions? Oui. Ce sera la dernière question sur cette thématique. Oui, je pense qu'il a encore quelques années. La boxe s'arrête pas à 27 ans, mais bon. On va prendre l'exemple de Mahmoudi, le prénom. Adila Moumadi. Adila Moumadi qui combat encore à 39 ans. Voilà, donc ça laisse le temps à Marvin. On va maintenant parler football. Désolé Hélène de vous avoir coupé. Vous voulez non, je disais là, je pense qu'en plus, quelque part, il tire aussi une leçon de la configuration de ce qui s'est passé. Donc, on l'attend sur les prochains. On va voir. La petite cloche pour passer au thème suivant. On va maintenant parler football dans le championnat de première division de district. En match en retard, Maurepas s'est imposé 3-0 face à Montesson ce dimanche 24 février avec 3 buts de leur attaquant vedette Yacoub Belfodil. On écoute le héros du jour au micro de TV 78. Ouais, 3 buts. Content surtout pour la victoire aussi. Ça fait du bien de renouer avec la victoire à domicile devant nos supporters. Donc on est content. L'attaquant est un habitué des triplés. Il avait déjà marqué 3 buts en début de saison contre Sartrouville. Ce dimanche, il a notamment marqué un 2e but plein de sang-froid. Il nous explique son but. Le 2e but, c'est je pars au bon moment et le défenseur adverse il pensait que j'étais hors jeu. Alors que non, moi je vois bien que je suis pas hors jeu, donc j'y vais. Après je dribble le gardien. Après certes, je chambrais un peu, mais je l'ai attendu pour lui remettre un crochet, mais je m'excuse, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Voilà, on fait un peu de show sur le terrain, voilà, et puis voilà, on met le 2e but et on est content. Hélène, il vous a plu ce but? Ça fait un peu but de cours de récré, mais en même temps, il marque, donc c'est très bien. Mais voilà. Mieux qu'il marque, Pierre Chevalier. Il valait mieux qu'il marque. Là, c'est comme au rugby sur un 3 contre 1 quand on va passer la ligne. Là, aller chambrer le gardien pour lui mettre un 2e crochet et puis marquer sous son nez, le passer 2 fois, valait mieux qu'il le marque parce que ça aurait été dommageable sinon. Ça fait partie du show ou pas? Il le dit dans son interview, ça fait partie du show, du spectacle. Et puis ça fait surtout partie de la prise de pas psychique ou psychologique. Il l'enfonce un peu en même temps. En voyant les images, on voit qu'il a un léger déséquilibre au moment où il veut frapper et je pense que c'est pour ça qu'il va chercher le 2e crochet parce qu'il doute, il a un léger moment de doute. Oui, et on voit le léger déséquilibre et c'est peut-être pour ça qu'il se reprend. Mais en effet... Voilà. On ne lui a pas posé la question. On lui posera si on le recroise sur un autre match. La question sur ce thème, faut-il retenir seulement la performance d'un joueur sur ce type de match? Non. Jean? Non. Vous avez été le premier à dégainer. Non, parce que les qualités individuelles d'un joueur dans un sport collectif, ça apporte une pierre à l'édifice, mais c'est quand même un sport collectif, donc c'est un collectif qui amène les résultats. Après, il y a l'individualité qui fait que, alors quand on a des bons joueurs comme lui qui a l'air un petit peu, je ne sais pas, je le connais pas, mais qui a l'air peut-être un petit peu au moins sur ce match au-dessus du lot. Donc voilà, c'était son jour, mais c'est quand même l'équipe qui a gagné. C'est pas un joueur qui gagne dans une équipe, dans un sport collectif et dans une équipe. Voilà. Pierre Chevalier. C'est l'équipe qui détermine la victoire et c'est l'attaquant là, dans son bon jour, qui détermine le score. En gros, c'est grâce au travail collectif des 11. Cet attaquant, dont c'est le job, a pu briller et mettre. C'est un hat-trick. 3 buts. Voilà. Donc joli. Il se permet en plus même d'en travailler sur l'appui psychologique autour du gardien et de le chambrer en même temps. Donc, et il s'est vu refuser un autre but également. Mais comme dit Jean, c'est d'abord l'équipe. Et là, il était dans son jour. Il met les 3 buts. Je pense que c'est toute l'équipe au diapason avec cet attaquant en réussite. On met souvent quand même en avant les attaquants dans ce type de match avec 3 buts inscrits. Vous comprenez ça, Yann Ugerier? Moi, je voulais quand même répondre à la question de base. On va répondre à celle-là après. C'est vraiment un travail d'équipe parce que l'attaquant fait son job et marque 3 buts, mais si on en prend 4 derrière, on perd le match. Donc là, voilà, c'est l'équipe qui amène le résultat. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, reformulez-la s'il vous plaît. Est-ce qu'on met toujours en valeur les attaquants plus que l'équipe? Bien sûr en football notamment. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui termine, c'est souvent l'attaquant qui termine l'action. Et on met toujours en avant le buteur, on met pas en avant l'attaquant. On va prendre l'exemple de Benjamin Pavard qui marque le but en Coupe du Monde. Il est très beau, mais ça n'empêche que
c'est le buteur qui est mis en avant et ce n'est pas simplement l'attaquant. C'est vrai que le fait de mettre un but au foot, c'est concrétiser l'action, c'est concrétiser c'est marquer au score et donc du coup, en effet, c'est celui qui marque qui est le joueur du match. Jean, finalement, en football, on parle de plus en plus de statistiques. Il a dit, par exemple, dans son interview qu'il avait réalisé un hat-trick en début de saison, un hat-trick là, le week-end dernier. Finalement, le foot, ça devient des statistiques, si on regarde bien. Ouais. Non ? C'est la tour. Oui, non, mais les statistiques sur le nombre de buts, oui, ça. Il faut forcément des statistiques maintenant pour exister en étant attaquant, notamment. Non, c'est pour être. Pronostics. Ça, c'est pour flatter leur ego. Mais sinon, ou après pour bien se vendre dans un autre club. Un attaquant, par exemple, souvent on dit, quand on parle des attaquants dans le football, on dit, ce joueur-là, la saison dernière, il a marqué 25 buts. Donc il tourne à 20 buts par saison. Et autant de passes décisives, parce que la passe décisive aussi est importante. Mais c'est surtout les buts quand même. Donc c'est vrai que par rapport à cette monnaie d'échange entre guillemets pour ces postes-là, c'est tout. Mais après, mis à part flatter leur ego. Mais c'est juste qu'on a des outils différents maintenant pour suivre au moins ces statistiques-là. Et en premier de tous, c'est la vidéo. C'est-à-dire les analyses vidéo. Et maintenant, à tous les niveaux, même au niveau amateur, quels que soient les sports d'ailleurs, on regarde de la vidéo. On fait pas des séances à chaque match. Il y a des préparations vidéo, notamment au niveau amateur. Mais on a désormais de nombreux outils qui nous permettent de gérer les stats, de gérer les adversaires, de placer des stratégies, de les suivre et de regarder un petit peu ce que ça a donné en termes de résultats. Je suis d'accord sur les statistiques, mais c'est vrai qu'un attaquant, on va avoir les statistiques qui vont être le nombre de buts marqués, mais quand vous allez avoir un milieu de terrain, ça va être le nombre de kilomètres qu'il va avoir parcouru pendant un match. Donc oui, bien sûr qu'il y a des statistiques et qu'elles sont importantes pour pouvoir faire progresser et faire avancer une équipe. Après, à ce niveau-là, peut-être que juste l'attaquant est mis en avant, finalement, au niveau du nombre de buts, plutôt qu'un milieu de terrain qui court 10-15 km dans le match. Alors, un milieu de terrain à ce niveau-là, c'est les observateurs qui vont pouvoir le détecter et voir que le gars a une vraie influence sur le jeu. On n'est pas. C'est vrai que c'est un peu plus difficile de sortir, mais il y a des gens qui ont l'œil pour ça, et c'est à eux de travailler, d'aller voir, de pouvoir détecter ces talents-là qui sont capables de courir de manière indéfinie. Merci. Voilà. Maurepas est en tout cas 5e du championnat après cette victoire 3-0 contre Montesson. On va maintenant passer à notre page coup de projecteur. On prend maintenant la direction de plaisir des entraîneurs en kilt. C'était l'image insolite de ce samedi 23 février au stade Robert-Barran. Le club écossais de Linlithgow est venu affronter sur le terrain une équipe composée de joueurs locaux de plaisir et de sportifs des entreprises Bouygues et Minorange. Tout cela dans le cadre d'un partenariat créé en parallèle du tournoi des 6 nations. Sur le terrain, les Français l'emportent 38-24. On écoute les réactions. On a beau faire la fête la veille, sur le terrain, il n'y a plus d'amitié pendant 2 fois 40 minutes. Donc, beau match. C'était un match très dur aujourd'hui, beaucoup d'essais pour les deux équipes, très agréable, très dur. Beaucoup de joueurs ont été en difficulté aujourd'hui, mais nous allons passer un bon moment après le match. Hélène, vous aviez une petite remarque. Oui, je suis déçue que les joueurs ne soient pas en kilt. Est-ce qu'il y a une explication, messieurs, les rugbyman? Je ne sais pas, mais c'est pas pratique pour jouer, je te confirme. Oui, mais à un moment donné, voilà, si vous voulez du public, si vous voulez être supporté, après, tout ça. Après, il y a tout ce qu'il faut. Après, il devait être tranquille. Et moi, je viens pas sinon. Et en port traditionnel. Oui. Non, mais. On se reconcentre. La question sur ce thème, doit-on reproduire ce type d'initiative? Oui. Yann, vous allez tellement vite que vous faites tomber la raquette. La raquette s'envole. Yann. Oui, bien sûr, parce que ça reste un match amical. Maintenant, il faut que ce soit des équipes de valeurs proches pour que tout le monde puisse y prendre du plaisir. Parce que si vous rencontrez un adversaire qui vous surclasse, vous n'apprenez rien et vous ne progressez pas. Donc là maintenant, la seule chose que je trouve dommage, c'est que la France n'ait pas réussi, que le territoire n'ait pas réussi à avoir juste une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Alors au final, ils gagnent quand même, mais on prend des joueurs d'une équipe, on prend des joueurs de deux entreprises pour pouvoir faire une équipe. Je suis pas sûr qu'il y ait des automatismes, mais voilà, c'est un peu ça, alors sauf s'ils ont pu préparer le match et qu'ils ont pu s'entraîner ensemble, mais c'est vrai que là ça fait un peu amateur. Je sais pas ce que vous en pensez. Jean. Non mais là
Non mais c'est très bien parce que c'est du sport, c'est du rugby, c'est parfait. Mais il n'y a pas besoin de s'entraîner là, c'est un match pampadaire, quoi. C'est gigot haricot là. Je peux y aller alors. Bah non, mais même toi tu peux jouer. Non mais c'est sûr. Non mais c'est à travers. Si Yann Dujarier peut y jouer, c'est vraiment que le niveau n'était pas très élevé. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. C'est que ça se fait depuis très très longtemps. Hein, ça a toujours même existé. Lors des rencontres du tournoi, il y a des équipes qui se déplacent et qui en profitent pour aller voir le match international. Et voilà, c'est l'esprit du tournoi. Et là, c'est pas le match n'est que le support. Franchement, à mon avis, un gros week-end de fête. Je vais vous raconter le programme du week-end. La veille, ils mangé ensemble une paella. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ils ont mangé une paella. Ils ont ensuite dormi chez les joueurs français. Les Écossais ont dormi chez les Français. Le samedi matin, ils ont joué ensemble le match de rugby. Et le samedi après-midi, ils sont allés au stade de France. Voilà. Donc c'était le prétexte. Sur tout un week-end. Voilà, c'est le prétexte, c'est l'esprit du tournoi, comme dit Pierre, et c'est le prétexte. Alors le match, c'est pas besoin de s'entraîner, c'est vraiment pour dire on joue au rugby, on fait une rencontre internationale. C'est plus un prétexte pour vous. Voilà, c'est un prétexte, mais c'est le cas, c'est le cas. C'est le beach volley l'été à la plage alors. Voilà, tout à fait. C'est simplement pour après créer l'année prochaine. Il y a quand même de l'impact quand même dans ce type de rencontre. Oui, on a vu les images. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés, mais ça jouait pas vite quand même. Je crois peut-être qu'on aurait pu jouer avec Pierre. L'année prochaine, tu penses que c'est les Français qui iront en Écosse pour pouvoir. Oui, d'accord. C'est fait dans cet esprit-là. Regardez, ça plaque quand même. Non mais bien sûr, attendez, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est pas péjoratif, mais disons que c'est pas vraiment, quand on voit le demi-ouverture là, non mais c'est bien, c'est super. Pierre, il y avait plusieurs signes qui m'ont fait plaisir sur le match international France-Écosse là. C'est justement le retour à l'essence même de l'esprit du tournoi des 5 nations puis des 6 nations derrière. C'est que chaque match international, que ce soit en France, en Irlande, en Angleterre, Pays de Galles, Écosse, etc., même en Italie, c'est c'est propice justement à ce type d'échange pan-européen autour du rugby, des fameuses valeurs dont on parle régulièrement, où justement des équipes en profitent pour faire une tournée, que ce soit des équipes de jeunes, des équipes de plus vieux, des équipes de très vieux. Là, en l'occurrence, ça a l'air, bon, là, ils sont pas très très vieux, mais ça va pas super vite. Et c'est ça l'esprit du tournoi. On avait le retour du match France-Écosse à 15h15. Un vrai horaire de tournoi. Il y a les déjeuners avant, il y a les petits déjeuners avant, il y a les soirées d'avant, il y a les dîners d'avant, les matchs, et tout ça dans le plus pur esprit rugby. Tout le monde se retrouve au stade. Le stade était plein, pas à craquer, mais presque plein, à 77 000 personnes. Il y avait une ambiance de feu, et je pense que justement l'horaire et l'ambiance, bon, évidemment la météo, ne sont pas étrangers à ce succès-là. L'année prochaine, en tout cas, ce sont les Français qui iront en Écosse. On va y aller. On passe maintenant à notre rubrique Focus. Du cyclisme sur piste dans ce focus, une très mauvaise nouvelle pour Ryan Elal. Il ne participera pas au championnat du monde en Pologne, une compétition organisée de ce mercredi 27 février au dimanche 3 mars. Annoncé comme la future pépite du cyclisme français, le pistard de 20 ans s'est blessé lors d'un entraînement juste avant le départ. L'Isérois, qui s'entraîne avec le pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines, ne participera donc pas à ses deuxièmes championnats du monde. Il est remplacé par Quentin Caléron du Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines pour la compétition. La question sur ce thème, est-ce que cette blessure est un frein pour sa carrière ? Oui ou non ? On fait un petit duel entre Hélène et Yann Dujarier. Hélène ? Non, mais de toute façon, c'est pas un avantage, c'est toujours un frein. C'est des expériences en moins, c'est de la préparation en moins, c'est de la récupération, à travailler. On peut pas dire qu'il y gagne, donc pour moi, il perd quelque chose. Après, qu'est-ce qu'il peut y faire de plus ? Rien. Yann ? Je suis d'accord avec Hélène. Même si pour moi, je pense que ce n'est pas un frein puisqu'il n'a que 20 ans, mais en effet, tout ce que Hélène vient de mettre en avant, c'est la vérité. C'est vrai qu'il perd des occasions, il va manquer cet événement et donc il ne prendra pas en expérience. Maintenant, on gagne en expérience à chaque championnat du monde, à chaque match.
À chaque match que vous pouvez vous confronter aux meilleurs, vous gagnez en expérience. Vous avez fait une erreur à tel moment, et ben quand vous êtes un minimum intelligent, on va dire, vous ne la reproduirez pas après. Et donc, à chaque fois, il faut ce que vous avez fait une première fois à un athlète, vous allez trouver une autre technique pour pouvoir le battre. Vous pouvez pas, si vous faites 2 fois la même chose, vous gagnerez une fois, mais vous ne gagnerez pas 2. Parce que l'autre aura essayé de trouver une parade à la face, sauf si vous êtes chronométriquement beaucoup plus fort. À la grosse différence du 100 mètres en athlétisme, où c'est une course en ligne droite, et en effet vous avez des adversaires, mais tout le monde est sur la même ligne. Là, il y a un vrai aspect tactique et technique dans un match de vitesse. Donc en dehors du manque d'expérience, pour moi c'est pas un frein. On revient toujours plus fort d'une blessure. Je vais prendre il y a des exemples comme Laurent Jalabert. Il y a beaucoup de grands athlètes qui se sont blessés et qui sont revenus plus forts après une blessure. Donc Ryan, il va avoir un coup au moral, c'est sûr. Maintenant, il y aura les championnats de France au mois d'août et on rencontre déjà des athlètes qui sont de niveau international. Les coupes du monde vont revenir à partir du mois d'octobre, mois de novembre l'année prochaine. Donc voilà, ces 6 mois vont passer très très vite, et ce ne sera qu'un mauvais souvenir l'année prochaine quand il ira participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Pierre Chevalier, qui vous a convaincu? Je dirais Yann était d'accord avec Hélène, donc il n'y a pas forcément à trancher, tout le monde est d'accord, mais c'est juste revenir il y a 15 jours, quand on évoquait justement la qualité de l'équipe qui avait été sélectionnée. Est-ce qu'elle l'est vraiment jusqu'au bout, avec la possibilité d'intégrer un coup dur et de pouvoir remplacer au pied levé a priori une des bonnes chances de médaille pour blessure. Donc là, est-ce que la sélection était vraiment aussi bonne qu'on l'avait trouvée il y a 15 jours? Ryan n'intervenait pas sur la course par équipe du sprint. Il intervenait que à titre individuel, sur la vitesse individuelle, et peut-être le Keirin. Sur les chances de médaille. Donc voilà, c'est peut-être une chance de médaille en moins. Quentin Calderon qui va le remplacer, est un athlète qui a autant d'expérience que Ryan, sauf qu'il n'a pas le même âge, mais il a 31 ans, et par contre il a autant d'expérience puisque c'est son premier championnat du monde. Il a participé à quelques coupes du monde cet hiver. C'est un ancien du BMX qui s'est mis à la piste il y a très peu de temps et qui performe au niveau mondial. Donc pour moi il a largement la place pour le remplacer. Et voilà, surtout ça n'influe pas sur la discipline, la vitesse par équipe, où les garçons sont là et eux ne sont pas blessés, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que pour Ryan, c'est dommage de ne pas pouvoir acquérir plus d'expérience. On vient d'avoir en direct la nature de la blessure de Ryan Elal par la Fédération française de cyclisme, une fracture d'un pied sur accident domestique banal. Donc pas à l'entraînement, pas en compétition. Ça fait partie de la vie. Jean, une réaction? C'est pas le pied. Je l'avais dit, le pied avant l'émission. C'est le pied. Vous avez vu, j'avais eu des informations qui... Mais la blessure malheureusement fait partie du quotidien du sportif. Et là, on peut dire que il se blesse au mauvais moment, parce qu'il se blesse juste avant une compétition internationale, une Coupe du Monde, c'est pas un championnat du monde, pardon. C'est pas anodin. Donc c'est au mauvais moment, mais malheureusement, je lui souhaite pas, mais ce sera pas ni sa première ni sa dernière blessure. Simplement, ça lui retarde un petit peu tout ce qui a été dit autour. Ça lui retarde. On va maintenant passer à notre page débat. On ouvre une page Jeux Olympiques 2024. C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel. Le comité d'organisation de Paris a proposé d'intégrer le breakdance au programme des JO parisiens. Ce serait une première pour ce sport qui est déjà apparu aux Jeux Olympiques de la jeunesse l'année dernière. On écoute la réaction de Jean Gémade, cofondateur de la compagnie Black Blamber. Ça me suggère un sentiment paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, voilà une ultime reconnaissance d'un savoir-faire, de choses extrêmement édulcorées, complexes, beaux à voir, et qui devient un sport de compétition, c'est-à-dire qui affirme
nettement l'inverse finalement de ce qui l'a amené à se développer comme un genre stylistique de la danse hip-hop, à savoir une danse qui porte un récit, qui porte un questionnement politique, un questionnement culturel, et qui à un moment donné se positionne justement non pas contre la compétition, mais pose d'abord la compétition qu'on a à avoir en nous-mêmes, et non le principe d'être au-dessus des autres. La question sur ce thème, pour ou contre le breakdance au JO? Ah, vous êtes tous contre? Personne n'est pour. C'est comme si on mettait le pole dance, quoi, c'est pareil. C'est en sujet d'ailleurs, mais je suis assez mitigée parce qu'il y a la des... pole dance au JO, c'est possible? Oui, c'est déjà... Pas pour 2024 apparemment. Non, mais c'est dans les tuyaux déjà tout ça. Mais je suis un peu mitigée parce que c'est de la danse, il y a des acrobaties, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est pas un sport assez exigeant physiquement pour que ça fasse partie des JO. Je n'aurais pas comment le traduire, mais simplement de la danse, je trouve que c'est trop juste. Finalement, pour comparer, il y a le patinage artistique. Pour les JO oui, d'hiver. mais c'est quand même différent. Il y a des juges également, des figures. C'est plus cadré, c'est différent. Je trouve que... Ça ne vous a pas convaincu? Non, J'allais en parler justement. C'est encore une discipline qui va être où le champion sera désigné par un panel de juges, et donc du coup des contestations possibles. Et puis sincèrement, en termes d'effort physique, je sais qu'il a été demandé à la pétanque. C'est quand même physique. Oui, non, mais oui, bien sûr que c'est bien sûr que c'est physique, mais c'est pas ce qu'on entend par sport quand même. Et je sais qu'il a été demandé à la pétanque. On en parlera juste après de la pétanque. D'arrêter de porter des blue jeans pour pouvoir montrer au comité olympique qu'ils avaient un esprit de sport, et donc du coup depuis une tenue sportive, donc depuis une année, les mecs sont tout le temps en survêtement ou alors en pantalon à toile, etc. Donc vraiment une tenue propre. Et là, officielle. Et une tenue officielle, voilà, propre, mais une tenue officielle. Là, je suis désolé, mais c'est un sport que l'on peut pratiquer en jean, et j'ai du mal avec ça. Ça colle pas avec la raison pour laquelle on a. Bon, en tout cas, les organisateurs ont justifié ce choix. Ils ont affirmé vouloir se connecter au sport qui cartonne partout dans le monde afin d'apporter une dimension urbaine au jeu. Voilà la raison. C'est pas sur cet argument qu'on valide de nouvelles disciplines. Une question et un constat. La question, c'est justement qu'est-ce qui procède pour le Comité olympique international de la sélection d'un sport et de l'arrivée justement d'un sport il y a un cahier des charges. D'une activité comme le breakdance. Et notamment toucher la jeunesse. Oui, est-ce que c'est justement par on va dire par prosélytisme et par universalité pour pouvoir toucher le plus de monde dans le monde et dans la rue notamment après les JO et après cette exposition. Et le constat, je le fais par rapport au golf, que je connais un peu mieux. Le débat est le même, c'est-à-dire est-ce que le golf est un sport, est un loisir? Pour beaucoup, la question se posait à l'époque. Et en revanche, la reconnaissance du sport comme sport olympique, c'est phénoménal pour une discipline sportive. C'est-à-dire que ça rentre dans le côté universel sportif mondial. Tous les 4 ans, c'est une exposition absolument unique. Je ne sais pas si par exemple, le breakdance a besoin de ce coup de projecteur-là, et si on répond aux critères de Coubertin en sélectionnant une activité physique plus qu'un sport avec le breakdance. En tout cas, pour le golf, ça a permis de passer un cap d'exposition et de reconnaissance. Il y a quand même un gros côté artistique dans le breakdance. Oui, et ça sera jugé. Et ça sera jugé comme le patinage artistique, comme et ça marche comme bien la pour le patinage gymnastique. artistique, finalement. Ça marche bien. Ouais. Alors, là, dans ces cas-là, c'est plus le constat. Est-ce que c'est vraiment un sport au sens physique et mental du terme? Est-ce que c'est une discipline invitée ou c'est une discipline qui va rester rester invité dans un premier temps. D'accord. Invité, proposé comme sport invité. Donc ce n'est pas encore officiel, je le rappelle. Et ça devrait normalement rester une année au minimum. Mais si les tests sont concluants, ça pourrait rester un petit peu plus. Jean, nous sommes sceptiques sur le breakdance. Je suis pas sceptique. Vous qui en avez fait dans votre jeunesse. Moi j'ai fait la tête. Je me faisais sur la tête. D'ailleurs, j'ai plus de cheveux. Non, mais on est loin quand même des Jeux d'Athènes
et l'idée qu'on peut se faire des Jeux Olympiques. Mais est-ce qu'il ne faut pas évoluer? Mais évoluer, je veux bien évoluer. Mais alors, c'est qui? Alors, ça va être qui les juges là? C'est Kamel Wally, Jean-Paul Gaultier. Non, mais là, on est plus dans l'ambiance boîte de nuit, spectacle, danse. Non, moi, je pense quand même que pour moi, on s'écarte quand même de l'image athlétique, sportive que représentent les Jeux Olympiques, tout simplement. Là, on est plus quand même dans le théâtral, dans le côté spectacle, et non pas le côté sportif. Voilà. Je pense que il me perturbe. Je sais plus ce que je veux dire. Je pense que oui. Donc je suis. Je pense donc je suis. Non, je pense qu'en fait, si on considère que les sportifs qui intègrent les JO et les disciplines qui intègrent les JO regroupent des athlètes. Je veux bien qu'on ait de très bons breakdancers dans la discipline. Maintenant, de là à avoir beaucoup de participants. De très bons breakdancers français également. Oui, mais de là à ce que ce soit vraiment au rang d'athlète, comme je peux voir, moi je parle de ma discipline, mais en pôle, on a des athlètes de folie. Et c'est tellement exigeant physiquement que je peux comprendre que ce soit qu'on puisse le proposer. Là, ça me fait plus penser à un loisir, à peut-être un côté un peu collectif, ramener un petit peu du monde, etc., mettre le projecteur dessus. Mais de là à considérer que tous les participants ou tous ceux qui vont s'intéresser sont des athlètes, je pense qu'on n'est pas au même niveau là. Je te rejoins, je suis pas sûr que la discipline qu'il s'inflige soit la même que beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Ça. Et voilà, et puis même dans ce que ça demande au corps, je parle même pas que de la préparation, mais il doit y avoir une grosse préparation pour pouvoir faire. Oui, pas seulement. Bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de dans la variété de ce que tu peux proposer. Est-ce que ça limite pas la créativité également d'avoir des juges? Ça limite la créativité d'avoir des juges. Bah non, au contraire. Il faut faire 100 figures, par exemple, sur un passage. Que les juges soient des initiés et qui savent juger justement la performance. En fait, le truc, ça va être s'il y a des figures imposées, oui, ça va limiter la créativité. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Je me souviens de Souria Bonali qui était la seule fille à pouvoir faire le salto arrière et qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas le droit de le faire en compétition parce que c'était pas une figure qui était autorisée et qui n'était pas reconnue. Et en effet, le fait qu'il y ait des juges peut limiter la créativité dans ce cas-là, puisque pour la sécurité de l'athlète, on l'interdit, alors que c'est quelque chose qu'elle faisait en représentation très régulièrement. En tout cas, le breakdance est apparu aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 en Argentine, sous forme de battle, c'est-à-dire deux équipes qui s'affrontent, qui ont été départagées par des juges, et ça s'est très bien passé. Les deux équipes, les JO de la jeunesse. Dans l'équipe de Tony Estanguet et d'Étienne Taubois, là, qui sont aux manettes de l'organisation des JO 2024, je trouve qu'il y a beaucoup de meilleures idées en termes d'universalité, comme celle par exemple, d'ouvrir le marathon au public. C'est-à-dire qu'ils vont, là c'est sorti cette semaine, proposer, je sais pas combien de personnes sont concernées, mais en tout cas de proposer à des runners de pouvoir courir le marathon dans les conditions olympiques. Ça, c'est une idée géniale, une idée d'ouverture, une idée universelle qui va justement permettre de faire passer les frontières du sport. Et là, on est dans les valeurs de l'olympisme en plus. Ça, c'est une excellente idée. Je suis pas sûr que le breakdance comme sport invité, comme sport olympique, puisse avoir les mêmes. La jeunesse. Mais ça va toucher peut-être un certain public. C'est peut-être ça qui les mène. C'est peut-être ça qui les mène. Tout à l'heure, vous avez dit oui sur la partie sportive. Et tout à l'heure, vous avez dit on a des bons breakdancers parmi les Français. Je suis désolé, mais pour moi, la pétanque, qui est un sport qui est un. On en parlera dans quelques juste après. instants. Mais la pétanque. Avec le breakdance, l'escalade pourrait faire son entrée aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Cette discipline pratiquée par plus d'1 million de personnes chaque année en France est 4e sport le plus testé dans les lycées et collèges, a été retenu par le comité d'organisation. Nous sommes allés du côté de l'une des plus grandes salles de bloc Vertical Art située à Montigny-le-Bretonneux pour recueillir les réactions. Personnellement, je trouve que c'est une avancée quand même conséquente pour le sport dans sa globalité. Mais c'est aussi quelque chose qui était assez attendu au vu de l'évolution du sport depuis ces 5 dernières années. Moi je trouve ça très bien, ça va permettre de démocratiser un petit peu ce sport qui est très peu connu, qui commence à être un petit peu plus connu ici en France, notamment grâce aux salles de bloc, mais ça va permettre de faire venir encore un petit peu plus de monde dans le sport. C'est une reconnaissance, oui, tout à fait. Ouais. Enfin, l'escalade, on sait que c'est un sport complet. Et on ne comprenait pas trop pourquoi justement c'était pas reconnu au niveau des Jeux Olympiques, et ça va donner une autre dimension à ce sport. La question sur ce thème, pour ou contre l'escalade au JO?
Alors là, pareil, pas de débat, vous êtes tous d'accord cette fois-ci. Jean, vous qui avez testé l'escalade également. J'ai fait beaucoup de choses, hein. Si, je vous écoute. Mais parce que ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez qu'à faire rambobiner et voilà, ça c'est du sport. Ça c'est du sport. Pour vous. C'est du sport, voilà, c'est du sport à l'état pur. Et puis moi j'ai pratiqué l'escalade un peu, d'un point de vue technique, d'un point de vue analyse, les voies, les difficultés, enfin c'est les capacités physiques qu'il faut, les préparatifs, voilà, du matériel, du corps, etc. On est vraiment dans des performances physiques qui sont vraiment différentes et pour moi au-delà et beaucoup plus identifiables et reconnaissables par quelqu'un qui va regarder. En breakdance, on va, alors je vulgarise un peu, mais on va voir quelqu'un qui gesticule un peu, qui va faire quelques figures, mais on peut pas savoir ce qui est fait. Alors qu'en escalade, c'est pas un novice pourrait se dire ok, la personne arrive en haut, elle a terminé. Non, on voit les éléments techniques, on voit la difficulté, on voit les caractéristiques techniques. Une salle de bloc, maintenant tout le monde en a proche de chez soi, et donc du coup on peut aller s'essayer et on se rend très rapidement compte. Et puis c'est beau à regarder au niveau, enfin pas que des hommes torse nu. Non, mais même techniquement c'est incroyable. Il faut de telles connaissances et une telle résistance. Je rejoins Hélène. Je vais prendre l'exemple tout simple d'une émission qui passe sur la première chaîne de France et qui s'appelle Ninja Warrior. Et ce sont des athlètes et ce sont souvent des jeunes, enfin des hommes qui font de l'escalade, qui font partie des meilleurs, donc ça montre bien ça ne sera pas Ninja Warrior, hein, je précise pour les jeunes. Non, mais bien sûr que ce ne sera pas Ninja Warrior, ce sera leur discipline, ce sera l'escalade. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le côté sportif, vous pouvez avoir des très très bons athlètes. Eh bien, si vous les mettez sur ce même parcours, eh bien, un gars qui fait l'escalade, donc c'est pas Ninja Warrior, ben, sur ce type de parcours, il va avoir des aisances plus. Il y aura 2 épreuves, hein, vraisemblablement. Pour l'instant, 2 épreuves pour l'instant. 3 pour vous. 3, ouais. Parce qu'il y a la. Pour moi, enfin, d'après les rumeurs, il y aurait une épreuve de bloc et une épreuve de vitesse. Donc 2 épreuves. Et le 25 mètres aussi, ça s'appelle la. Un dos crôlé. Non, c'est la. Ah, j'ai plus de nom, mais non, il y aura 3 épreuves sur l'escalade, je suis sûr. On verra ça. C'est une bonne idée, qu'il y ait 2 ou 3 épreuves aussi. La 3e épreuve s'appelle la voie. Voilà. Pierre Chevalier. On aurait eu plus de problèmes si ça avait été de l'escalade en plein air, quoiqu'on a quand même pas mal d'arguments en France. Mais là on s'adresse à une discipline sportive qui est de plus en plus pratiquée, dans des endroits qui sont là aussi, Yann l'a rappelé, de plus en plus nombreux et de plus en plus accessibles partout. On peut dire que c'est une activité à la mode. Elle rassemble du physique, du mental et de la technique. Donc c'est là où on a vraiment quelques points forts de la discipline sportive. Bonne idée, oui, parce que là alors c'est paradoxal par rapport à ce qu'on disait au niveau du breakdance, c'est qu'on s'adresse à un public nombreux et qui sera après les épreuves olympiques encore plus nombreux. Et je rappelle également que l'escalade sera au programme des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, c'est-à-dire qu'il y aura déjà eu un précédent en 2024. C'est encore mieux, ça veut dire qu'en gros, on pourra se roder et les 2 comités d'organisation pourront se parler justement pour réussir l'organisation de cette partie-là qui se fera vraisemblablement en indoor, donc avec la possibilité d'accueillir du public et voire de faire monter une certaine ambiance. Il devrait y avoir 72 athlètes au total, normalement, contre 40. Parce que pour l'instant, au JO de Tokyo, il n'y aurait qu'une seule épreuve. 10 contre 10 et, je pense et 20 de l'autre côté. D'ici 2024, on n'aura pas de mal à trouver, notamment pour les équipes de France, des athlètes performants sur cette discipline-là. On en a déjà au niveau mondial qui font partie des meilleurs mondiaux. Qui s'entraînent d'ailleurs à Vertical Art à Montigny-Bretonneux. On a beaucoup de membres de l'équipe de France. Alors, si les 4 disciplines invitées ont le sourire, le coup a été rude pour certains sports et notamment la pétanque. L'un des favoris pour intégrer les JO de 2024 n'a finalement pas été retenu par les organisateurs. Nous sommes allés du côté de Guyancourt lors d'un tournoi ce dimanche 24 février pour recueillir des réactions. Moi, je suis déçue, mais à mon sens, le sport que j'ai vu qui était inscrit est très médiatisé chez les jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont remontés. Après, je pense que c'est médiatique. Au niveau de la redevance télé, peut-être il doit y avoir des... Malheureusement, on est, à part l'équipe 21 qui met et vous-même, là, TVFIS 78, il n'y a pas beaucoup de chaînes, on va dire, qui mettent en valeur la pétanque. Donc du coup, je pense que c'est dû à ça. C'est plus médiatique qu'autre chose. TV 78 et non plus TVFIS 78. Et la chaîne d'équipe. La question sur ce thème, fallait-il intégrer la pétanque au JO ?
Oui. Oui, on est français, quoi. Non, pour Hélène. Vous êtes partagé, Jean. Vous êtes partagé, Pierre. On fait un petit duel, le retour entre Hélène et Yann Dujarrier. Hélène? Oui, alors la pétanque, c'est très bien, mais pour moi, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait eu sur le bridge, les échecs, etc. Enfin, pour moi, c'est pas assez physique, c'est pas assez physique. Voilà, pour que ce soit au rang des JO. Voilà, c'est tout. Yann Dujarrier. C'est vrai. Encore une fois, elle a raison. Mais oui, là, c'est plus. C'est ton petit cœur, là. C'est mon petit cœur qui parle, bien sûr, c'est ça. C'est le plus grand. Athlète, c'est le cœur qui bat. Voilà. Mais le plus grand événement mondial en sport, en pétanque, c'est le tournoi de la Marseillaise. Et pour moi, voilà, la France fait partie des plus grosses nations, des plus grandes nations mondiales sur cette. Avec cette Madagascar également. Avec Madagascar, tout à fait. Et c'est pareil, ça aurait été très bien que Madagascar puisse avoir aussi sa médaille olympique. J'ai cherché. Ah non, c'était l'Inde. J'ai regardé combien de médailles l'Inde avait remporté aux Jeux Olympiques. J'ai pas regardé Madagascar. Et combien du coup? L'Inde, c'est une douzaine. Une douzaine de médailles olympiques et alors principalement sur le cricket. Ouais, c'est ça. C'est mignon, ça. Donc, j'ai cherché un petit peu d'infos, mais c'est vrai que j'ai oublié de regarder pour Madagascar, et c'est vrai que ça aurait été énorme de voir Madagascar avec une médaille olympique. J'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de médailles olympiques. Et d'ailleurs, celle de l'Inde remonte. Ils ont gagné le championnat du monde, je crois, il y a 3 ans. De pétanque? De pétanque. Ah oui, bien sûr. Mais justement, ils ont la capacité d'avoir une médaille olympique, et je suis pas sûr que dans toutes les disciplines autres, Madagascar ait déjà remporté des médailles olympiques. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage pour ça, pour ce côté un petit peu exotique. Mais alors pour la France, voilà, c'est quand même la discipline que je veux parler de sport, mais la discipline qu'on pratique tous l'été au bord de l'apéro, au bord de la piscine ou le long des allées de camping. C'est pas ça le problème de la pétanque finalement pour intégrer les Jeux Olympiques. Ouais, mais bien sûr que c'est ça le problème. Mais quand on regarde la chaîne L'Équipe qui retransmet tous les jours de 11h à 14h des épreuves de pétanque en ce moment, c'est vrai que quand on voit la beauté du geste et puis les super carreaux que les mecs arrivent à faire quand ils pointent, d'arriver à mettre la balle, la boule où ils veulent, c'est juste impressionnant. Et donc il y a vraiment un vrai travail. Les gars, les terrains sont parfois catastrophiques. D'un seul coup, il va y avoir sur un autre tournoi, ils vont avoir un billard, et donc on voit la différence de jeu d'un terrain à l'autre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et j'adore regarder la pétanque à la télé, mais j'aime aussi regarder le curling. Donc je suis pas. Vous aimez bien les sports tranquilles. Mais non, j'aime aussi la Formule 1, j'aime le vélo. Vous aimez tout. Vous êtes comme Jean, vous regardez tout. Jean fait tout. Hier soir, j'ai regardé le match de foot, j'ai regardé PSG hier soir à la télé. Voilà, bien sûr, j'aime le sport à la télé. Et pour moi, les JO, c'est 15 jours d'hibernation. Donc c'est un réel plaisir. Mais voilà, il y a pour moi la pétanque. Je trouve ça dommage de pas l'avoir intégré sur cette Olympiade. Pierre Chevalier. Moi, j'étais mitigé parce que dans la discussion sport ou pas sport, il manque quelques critères. Il y a de la technique, il y a un peu de mental, pas forcément beaucoup de physique. En revanche, ce qui me faisait hésiter, c'est qu'il y a un côté vraiment universel. Alors en France, évidemment, c'est culturel, c'est c'est régional sur les origines, mais maintenant c'est pratiqué un peu partout. C'est pratiqué au niveau amateur et même plus qu'amateur, puisque comme tu le disais, c'est pratiqué dans les chaumières et dans toutes les maisons, notamment de vacances ou de campagne, dès qu'on a une occasion. Donc voilà, c'est ce qui me fait hésiter sur le fait de dire est-ce que c'est un regret de ne pas l'avoir, ou non, c'est normal parce qu'il manque certains critères sportifs pour la sélection finale. C'est vrai qu'une question se pose, si on met la pétanque, pourquoi pas le molki? C'est peut-être pour ça que la pétanque n'a pas été intégrée. Jean, vous n'avez pas entendu sur la question. Pourtant, vous êtes un amateur également de pétanque. Mais c'est français, quoi. Dès qu'on peut jouer avec les boules, donc ça, tout le monde sait bien que ça plaît. Mais voilà, moi j'étais mitigé comme Pierre, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'il manque quand même le petit côté effort physique, quand même plus facile à lever le coude qu'à lever des haltères. Mais bon, donc c'était le même débat qu'on a eu ici. Hélène l'a dit, avec le bridge, avec toutes ces disciplines. Les échecs également. Les échecs, voilà, toutes ces disciplines où il manque pour moi. Il y a quand même peut-être un peu plus de travail physique quand même dans la pétanque que dans les échecs ou le bridge. Oui, bien sûr, parce qu'il faut quand même, il y a quand même
faut réfléchir. Je pointe, je tire. Voilà. Il y a la stratégie. Il y a la stratégie, Après, dans c'est des compliqué. proportions différentes, sur des domaines différents, chacun a un petit peu des avantages. Mais si on refuse, si on est un peu cohérent, si on dit non au breakdance qui est pas assez machin, alors que c'est plus physique, Mais voilà. Faut être cohérent. Ouais, faut être cohérent. Et en effet, là. Nous sommes sur ce plateau. Voilà. Alors la pétanque quand même fait partie du top 10 des sports en France avec le plus de licenciés, un peu plus de 300 000 licenciés dans l'Hexagone. C'est bien pour ça que je dis que c'est l'Olympiade, c'est vraiment l'Olympiade où il fallait intégrer la pétanque. D'accord. Mais oui, la pétanque avait son lieu à Paris. Je veux dire, si on met la pétanque à Los Angeles, ça n'a pas lieu d'être. Et là, je pense que c'était vraiment le sport local qui pouvait être représenté. C'était maintenant ou jamais ? Mais bien sûr, c'était ou les JO à Madagascar. La pétanque, oui, mais la pétanque en France, là, c'est comme le match de rugby des Écossais en France. Ils sont venus, c'est pour faire une Java pendant le week-end. Et ça sert d'excuse. Hein. La pétanque, c'est pareil. Il y a beaucoup de pratiquants. Pourquoi ? Parce que on connaît le côté festif qui va autour de cette discipline. Le côté anisé. Je n'ai pas cité. Avec modération. Toujours avec modération. Avec modération. C'est quand même un sport qui n'est pas forcément réputé pour être jeune. Et pourtant, à Guyancourt, il y avait quand même énormément de jeunes. C'est tous les âges, hein. C'est tous les âges. Hein. Tu fais ça avec d'autres sports, d'autres activités en loisirs purs ou en compétition sportive. Là, c'est en compétition. Par exemple. Le champion du monde de tir, il a moins de 25 ans, pas de mémoire, parce que ça vient tout juste de passer. La finale, la finale sur l'équipe, on l'avait vu sur les aussi. filles là. Et les deux finalistes, c'était deux jeunes, ils avaient moins de 30 ans. On va terminer par une citation, c'est la fin de cette émission, on va terminer par une citation de William Ben Hogan, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du golf, qui a été en activité dans les années 30 et 50, jusqu'aux années 50. Sa citation, « Si vous n'arrivez pas à surpasser les autres, travaillez plus fort qu'eux ». Je vous laisse méditer sur cette phrase, à bientôt sur TV 78.